Enzo, qui était présent, si je ne me trompe pas, à la quinzaine des cinéastes de cette année, qui était donc le film d'ouverture de la quinzaine de Cannes. Ah oui, d'accord, ok. Qui est un film testamentaire parce que c'est un film écrit par Laurent Canté qui était déjà en pré-production. Et donc Robin Campillo, qui avait coécrit le scénario, il me semble, a décidé de prendre le relais et de, presque pour rendre hommage à son camarade décédé, de finir le film à la façon de. Je crois qu'il y a un vrai truc aussi où un peu formellement, il a décidé de s'inspirer de la mise en scène, de ses intentions, etc. C'est pour ça que d'ailleurs il y a quelqu'un qui est crédité à l'aide à la réalisation au générique. Le dépositaire de l'âme de metteur en scène de Laurent Canté, qui était là pour dire. Non mais il n'aurait pas fait comme ça. Il aurait plutôt fait ça. Laurent Canté, réalisateur d'Entre les murs. Bien sûr, Palme d'Or. Enfin, pas parce que c'est un canard, mais parce que bien sûr, il a gagné un prix. Attention à ce que tu dis sur Bégodeau. Il me semble qu'il avait écrit. Moi, je connais pas du tout ses films, de même que je ne connais pas les films de Robin Campillo à part 120 battements par minute, voilà, qui a eu du succès à l'époque. Laurent Canté, il avait fait un film, je crois, qui s'appelait Foxfire, un truc comme ça, un gang de filles, ou Chronique, je sais plus. Mais non, je connais pas très bien. Et Enzo, pour dire rapidement l'histoire, disons, c'est le nom d'un adolescent, voilà, de 16 ans, 15-16 ans, enfin 16 ans, je crois que c'est dit dans le film, qui est un apprenti maçon sur un chantier. Ça se passe dans le sud de la France, je sais pas très bien, sur la Côte d'Azur, disons, oui, c'est ça, vers Marseille à peu près, quoi. Peut-être Nice. Ouais, je pense, je sais pas, je trouve qu'ils disent Marseille, mais bon, dans la campagne autour, bon, peu importe. La campagne. Et en fait, lui, c'est le fils d'une famille extrêmement bien, voilà, bourgeoise. On sait pas très bien, sa mère est ingénieure, son père est professeur de mathématiques à l'université, donc c'est une famille, très belle villa, etc. Et lui est en rupture de banc un peu, même s'il continue à vivre chez ses parents. Son grand frère prépare, il tente d'entrer en 4 dans les grandes prépas comme ça parisiennes. Et lui était un peu la brebis galeuse de la famille, celui qui n'a pas voulu se conformer au modèle parental. Et donc, voilà, travaille comme apprenti, il fait un CAP maçonnerie. Et il est sur un chantier où il va faire la connaissance notamment d'un autre maçon d'origine ukrainienne qui est en France pour des raisons assez un peu énigmatiques. Enfin, disons, on sent que lui aussi est un peu en rupture avec sa famille et donc s'est réfugié en France. Et il va commencer à naître, même si c'est quelque chose qui arrive assez lentement, c'est pas immédiat non plus, mais une attraction, disons, va se dessiner entre Enzo et le personnage de, comment il s'appelle déjà ? Vlad, je crois. Ouais, il y a moyen. Plutôt pas réciproque, mais là encore ça reste un tout petit peu nébuleux. Bien sûr. Voilà, et donc le film se concentrera donc sur le portrait de ce jeune adolescent un peu en quête comme ça d'identité, de positionnement familial. Tu veux me donner des instructions sur la... Non, t'inquiète pas, c'est bon, je gère. Et voilà, qu'est-ce que tu as pensé de cet Enzo Charloïc ? C'est un peu le bébé de deux cinéastes du 21e siècle français. Et on voit un peu l'héritage que les deux ont et qui me semble quand même un parcours beaucoup de leur filmographie qui est autour de la question de l'homosexualité et de la question de la classe sociale, enfin de la lutte politique en tout cas. Et le film incarne un peu frontalement cette question de la classe sociale face à un décalage de l'hétérosexualité typée un peu classique. Et propose un peu un portrait de personnage qu'on voit pas souvent, qui est cette idée presque d'un, comme tu le disais en antenne, d'un transfuge de classe mais inversé, où pour une fois, quelqu'un agit volontairement contre ses privilèges de classe et décide de devenir maçon plutôt que continuer de grandes études ou même si c'est de l'art ou des choses comme ça qui sont quand même caractéristiques d'un certain confort matériel. Et le film, au début, semble poser ça presque comme une énigme, mais d'ailleurs n'y répond pas vraiment frontalement. Pourquoi est-ce que ce personnage-là cherche autant à se décadrer ? Est-ce parce que ses attirances vont plutôt vers une forme d'homosexualité ou pas ? Le film ne répond pas clairement à la question, même si c'est un peu, elle est sous-jacente. Et il y a quand même plusieurs moments où le film réussit
à trouver un peu des instants de friction, on va dire, comme ça, de ce mystère qui, en fait, font le plus beau sel du film. C'est ces moments où le personnage, on ne le comprend pas vraiment. On ne saisit pas exactement ce qui s'y passe, ce qui se passe dans sa tête. Et à l'inverse, je trouve que c'est les moments, on va dire, les plus frontaux sur son comportement et sur ses raisons d'agir, qui sont presque les moins bien. Par exemple, je pense au plan où à un moment il se baigne comme ça avec quelques amis à lui, les parents le regardent de loin, et tout d'un coup la caméra va se mettre à effectuer un tilt-up très haut et suivre un peu les falaises et remonter jusqu'au ciel. Et ce plan-là, il est tout aussi énigmatique que le reste. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la caméra monte comme ça? Est-ce que c'est pour saisir une forme de grandeur de la nature? Est-ce que c'est pour une élévation de l'esprit, une prise de distance consciente avec les événements, etc. Mais à contrario, je pense par exemple, on va dire à la première scène où Enzo touche Vlad, la nuit, où il s'approche de lui alors que l'autre est en train de dormir, qui est quand même très frontal dans sa façon de faire, et peut-être casse on va dire la douceur de ce mystère. Mais je suis d'accord avec toi pour dire que c'est un film, enfin un personnage plutôt assez insaisissable et dont l'insaisissabilité, est un enjeu de mise en scène, alors pas forcément extraordinaire ou extraordinairement déployé, mais il y a notamment des scènes, notamment celle que tu as décrite là où on le voit se baigner avec son frère, ses copains et tout, enfin les copains plutôt de son frère. Mais depuis le point de vue des parents, les siens, parce que le film se concentre beaucoup sur la relation conflictuelle, difficile qu'il a avec notamment son père, qui est joué par Pier Francesco Favino, grand acteur italien de contemporain. Je pense que c'est dans le film pour une raison de coproduction essentiellement, qui est plutôt pas mal, enfin tout n'est pas parfait je trouve, mais bon, il tient la route. Et donc à ce moment-là, il est vu depuis le regard donc, des parents, et notamment son père comme ça, qui se plaint en fait des choix d'orientation que prend son fils et qui vont à l'encontre de tout ce en quoi lui il croit, pardon. C'est la chaleur. J'ai fumé avant de venir. Et en fait, je trouve le film à plusieurs reprises comme ça, assez étonnamment. Moi, j'ai plutôt été agréablement surpris par ses propositions, même si bon, c'est franchement pas un film que je trouve exceptionnel, mais comme ça ménage en fait de la distance avec son personnage et n'hésite jamais. J'ai envie de dire, saisit toutes les occasions offerte par le scénario pour le mettre à l'écart, enfin le mettre à distance littéralement. Il y a cette scène-là, c'est très littéral. Il y en a une un peu plus tard où Vlad, donc un peu, c'est une sorte de, c'est à la fois un grand frère, un personnage dont il est amoureux ou en tout cas attiré sexuellement, et donc lui rend visite, enfin chez lui, plutôt le suit en fait dans sa maison, mais sans que lui le sache, parce qu'il l'a raccompagné. Il y a eu une dispute entre eux, donc Enzo est parti comme ça. Rentrer chez lui un peu fâché, etc. Et donc Vlad décide quand même de suivre, ne serait-ce que pour voir en fait, à quoi ressemble cette fameuse villa où il vit, et qui les attire eux tous, les maçons, parce que c'est quelqu'un dans leur groupe qui fait un peu qui fait un peu de taille, donc qui se démarque tellement du fait de son origine sociale, donc il va voir cette villa, et on le voit donc de loin rentrer chez lui, avoir comme ça une sorte de petite discussion avec sa maman, avec son papa, et c'est vu à travers, c'est un peu vu à la Tati quoi, dans Playtime, quand je sais pas si vous avez en tête ce film où on voit les gens à travers les baies vitrées des immeubles comme ça, tout neuf, moderne d'Orly. Là c'est la même chose, c'est une villa très moderne et tout, et on le voit comme ça descendre dans sa chambre. Évidemment on n'entend pas ce qu'il se dit, mais donc, ce que je voulais dire, c'est surtout que le film à plusieurs reprises, je pense, met en scène la difficulté qu'il a à percer un peu à jour son personnage et comprendre ce qui se passe dans sa tête, ce qu'il ressent, parce qu'en réalité moi, j'ai été un peu, dans ma vision du film a été un tout petit peu distraite, parce que je savais en fait quel était le sujet de l'homosexualité, parce que je l'avais lu, je sais pas, dans les comptes rendus de Cannes et tout. Alors que le film, je trouve, sur ce thème-là, qui est très important dans le film, en fait, ne met pas tout de suite les pieds dans le plat, quoi. Et en réalité, je pense pendant facilement, je sais pas combien de temps, 45 minutes, peut-être plus. Peut-être plus, ouais, facilement. C'est pas du tout posé, ou alors moi je l'ai pas vu absolument à aucun instant. Il a une petite copine, ça se voit, enfin, c'est-à-dire que ça se voit on sait pas s'il l'aime d'amour, mais en tout cas il est bien avec elle, il y a une entente, voilà. Il y a une maladresse, mais qui semble plutôt venir du côté de la fille que de lui. Effectivement. C'est surprenant. Après, il peut être aussi bisexuel, mais disons, on sent pas qu'il y a que son trouble, qui est perceptible, a
à voir très précisément avec la question de l'homosexualité. Mais sans doute, ça va mettre pour le coup au crédit du film, c'est que il traverse une crise qui est multiple. Elle n'a pas qu'une seule dimension, évidemment, quoi. Oui, absolument. Mais c'est pour ça presque moi je regrette que le moment on va dire entre guillemets de la bascule soit aussi littéral, parce qu'elle vient un peu gâcher ce questionnement. Moi qui ne savais pas que le film parlait d'homosexualité, c'est vrai que en fait c'est le seul moment où Enzo commence à caresser Vlad au moment de son sommeil, que là il y a une création explicite de ce désir, en tout cas cet attachement pour ce personnage, qui tout du long reste beaucoup plus en sourdine. Devant le film, c'est difficile de ne pas penser à Call Me By Your Name. Un peu, même, on va dire... Dans ces festivals aussi. Exactement, il fait chaud, on est au bord de la plage, de l'eau, on est bien habillé dans un milieu bourgeois, c'est l'histoire d'amour entre un jeune et un homme plus âgé. Et Call Me By Your Name était pour le coup beaucoup plus explicite dans son rapport au désir. Et ça se sentait plus, quoi. Ouais. Franchement, là, souvenez-vous de la pêche. Bien sûr, mais puis même la transpiration, le bruit des grillons, enfin, il y avait un truc très chaleureux. Ici, ce truc-là, il n'est pas, en tout cas, concret dans le film. Je veux dire, le film, c'est peut-être une formulation bizarre, mais le film n'est pas queer. Enfin, il y a un truc où t'as pas l'impression devant, si t'omets ces quelques scènes d'homosexualité, que le film soit un peu de ce côté-là, ou de cette, on va dire, de ce gaze. Il n'y a pas un gay gaze, j'ai envie de dire. C'est vrai que par exemple, à aucun instant, je dis pas que c'est un défaut du tout du film, je constate juste, le film ne joue pas la carte de c'est des maçons, donc ils sont torse nu ou en débardeur, ils ont chaud, enfin, bien sûr qu'on le voit, ils travaillent dur, enfin, c'est difficile, etc. Mais il n'y a pas le moment où on pourrait imaginer cette scène, il est là, il prend une petite pause, puis il regarde Vlad plus loin, en train de soulever des caisses ou on pourrait imaginer plein de trucs avec le ciment, comme ça, en train de solidifier. Bon, voilà. Pas du tout dans le film, mais voilà, c'est sans doute plus subtil, disons, il a envie de... Mais je trouve que, au moins, en tout cas, toutes ces caractéristiques m'ont rendu le visionnage... en tout cas, même si je n'étais pas, retourné par la puissance de la mise en scène ou de la complexité du scénario, mais je trouvais que ça enfilait pas non plus des perles comme ça. Par moments, si, je trouve par exemple que... très bien. Le male gaze sur un gamin de 16 ans m'a mis assez mal à l'aise et je trouve dérangeant de filmer un ado comme ça. C'est vrai, peut-être que... Alors là, du coup, ce serait le male gaze en fait, du cinéaste. Sur Enzo. Peut-être quand on le voit se déshabiller pour... oui, c'est vrai que ça arrive plusieurs fois et que les personnages autour de lui, d'ailleurs, disent « Ah, il est bien gaulé, ouais, c'est vrai, il est bien foutu et tout, etc. » C'est des amis de son frère qui disent ça, tout à fait. Mais c'est marrant parce que pour autant, après c'est vraiment peut-être purement un ressenti personnel, mais j'ai l'impression que c'était quelque chose qui était témoigné par les personnages du film, mais qui n'était pas accompagné par un regard de cinéaste. Enfin, j'avais pas du tout l'impression que le personnage était sexualisé. C'est vrai, moi non plus, pas trop. Ou objectifié. Peut-être parce que justement, c'est un homme, donc c'est peut-être, je sais pas, moins naturel de sexualiser un homme au cinéma. Bref, pardon, je m'égare. Mais... le personnage de Enzo est en effet, entre guillemets, le plus sexualisé des deux, si on devait ça vient décrire une réalité, pourquoi pas. C'est vrai, moi, j'en sais rien, il est quand même plutôt beau gosse aussi, l'autre, franchement. Vlad, oui. Il est pas mal du tout. Mais c'est... Disons que, en fait, le sujet du désir, etc., qui serait celui éventuellement du cinéaste vers son acteur, ça, moi, je ne l'ai pas trop senti. Ou du personnage principal vis-à-vis d'un autre, en fait, se fondent avec tout un tas d'autres sujets, et notamment celui, la relation, disons, avec son père, qui contient la thématique sociale du film, cette idée que lui, même s'il ne le formule pas comme ça, ou il mettra du temps à le formuler, et en réalité, il ne le fait jamais vraiment, de son rejet assez violent, disons. Enfin, violent, c'est pas le bon terme, parce que c'est un personnage qui a l'intérêt d'être... En fait, il déjoue un peu les attentes qu'on pourrait avoir. Il n'y a pas de dispute. Non, il y a... Je ne me trompe pas.
peut-être que je dis une connerie, mais il y a presque aucun coup dans le film. Moi, je m'attendais, je me disais, c'est un film social. Où il se bat avec son père. Voilà, en plus, Favino, tu le vois, il a joué un mafieux il y a pas très longtemps. Il va lui péter la gueule et tout. Et en fait, le film, même notamment dans la scène où il confie, enfin, il dit voilà, moi, c'est mon mec. Donc, il parle de son homosexualité comme ça à ses parents pour la première fois. J'étais assez agréablement surpris que la scène ne donne pas prise, ça aurait été possible parce que c'est tout à fait réel, mais à de l'homophobie des parents, quoi. Et là, le père est très en colère, mais c'est très beau ce qu'il dit. Il dit mais attends, mais c'est pas possible, toi t'es mineur, c'est un viol, ça. Prends en conscience, quoi. Et jusqu'alors, le papa, je trouve, il était un petit peu chargé, enfin, disons, perçu par nous, spectateurs, en tout cas par moi, plutôt du côté du fils, enfin, du point de vue du fils, et donc comme une présence assez négative, assez castratrice, qui l'opprime, qui lui fait tout le temps des reproches, qui d'ailleurs rappelle sans cesse un peu son échec scolaire et l'idée qu'il est dévié par manque d'ambition, par manque de talent, ou par lâcheté un peu de ce vers quoi il aurait pu aller. Et qui essaye presque de lui de le pousser à de nouvelles directions. C'est ça. Et en fait, à ce moment-là, dans un peu le moment le plus climatique, enfin le plus grande tension, un peu paroxystique plutôt, le père, très honnêtement, se montre non seulement le plus... Enfin, il sent qu'il y a un vrai problème chez son fils, mais au sens strict, quelque chose ne va pas chez lui. Mais pour lui, évidemment, c'est pas l'homosexualité, quoi. Oui. C'est juste que son fils va pas bien, il est pas à l'aise, et donc il a envie de savoir pourquoi. Et il le fait avec force, avec maladresse, c'est évident, mais je trouve à ce moment-là, presque le personnage a été récupéré assez joliment quand même par le film. Il aurait pu aller jusqu'au bout un peu pas de l'abjection, c'est un terme un peu fort, mais disons de sa faillite morale de paternelle, quoi. Et finalement, elle est un peu présente, mais elle n'est pas monolithique, quoi. Et j'ai bien aimé ça. Voilà. C'est vrai que devant le film, pendant un temps, et surtout au moment de l'explosion, on va dire, dans la fête à la fin, j'ai pensé un peu à L'enfance d'un chef de Sartre, la trajectoire, bon, là, évidemment plus restreinte, mais en tout cas d'un personnage qui, pour des raisons existentialistes, ne sait pas trop comment vivre, ne sait pas trop comment exister, et va passer son temps, en fait, à se décaler par rapport au monde, pour trouver une direction ou un vecteur qui donnerait du sens. Et dans L'enfance d'un chef, ça finit radicalement avec une conversion et le personnage qui rejoint l'Action française. Là, c'est pas le cas, mais il y a quand même un moment où il hésite à aller à la guerre, où il hésite à représenter le corps français en Ukraine. Bon, on sait pas vraiment si c'est pour accompagner Vlad ou si c'est pour donner un sens, etc. Mais ce qui est beau, c'est que, comme on l'a dit, toute cette recherche de sens, presque on a en fait, elle est vouée à l'échec. Il y a vraiment... le sens, déjà, n'existe plus. Il n'y a plus moyen de le retrouver. Le film n'offre pas de pistes. Même l'homosexualité, comme tu l'as dit, finalement, les parents l'acceptent tout de suite. Le sujet semble... Le sujet n'est pas là, quoi. Être encore ailleurs. Ouais. Être encore ailleurs. Ou peut-être un mélange de toutes ces choses-là. Et en effet, de solitude, de complexité. Et là où je supposerais peut-être que... les réalisateurs ont voulu en venir avec cette idée, c'est donc le rapport aussi à la bourgeoisie, quoi. En fait, un tel confort social et de classe qui fait qu'au milieu de ça, si on n'accepte pas de suivre le moule parfaitement, ben c'est impossible de vraiment se trouver. Et est-ce que l'homosexualité c'est bizarrement dit, mais du personnage est créé narrativement à cause de ça, c'est-à-dire son décalage crée aussi un décalage d'attirance, ou est-ce que c'est l'attirance qui vient aussi précipiter le décalage social ? Le film laisse la question en suspens de façon c'est autant de nœuds qui ne résout pas, je peux te mettre je pense à son crédit. Moi, une des choses qui m'a... Encore une fois, je trouve le film, en fait, là, on en parle plutôt en des termes très positifs. C'est vrai. Et parce que je pense que le fond scénaristique, mais je le trouve, même si, plutôt intéressant, voilà, pas mal. Par contre, je trouve que c'est jamais transformé par des surprises, des choses très inattendues, ou tout simplement une forme qui soit, une incarnation des acteurs. Je trouve que globalement, les gens sont un peu tous film un peu moyen, quoi. Tout est un peu mou, les acteurs sont parfois bons, parfois assez mauvais. Je trouve Favino, c'est comme ça, assez oscillant. Élodie Bouchez, c'est un peu pareil. Donc voilà, mais il y a une chose qui m'a plu dans le film, mais qui est, je pense, pas assez... peut-être que, je sais pas, on voit pas trop le bout du chat, non ? J'ai l'impression qu'il y a une fenêtre qui nous... il apparaît très d'accord, ok. Et
l'une des choses qui m'a plu, mais malheureusement, je trouve que c'est pas aussi déployé que ce que j'aurais aimé, c'est que, en fait, je me suis dit devant le film, là, en y repensant après, que c'est très beau des personnages qui mentent au cinéma. Et lui, il ment une première fois quand il dit j'ai passé une super soirée, c'est la plus belle soirée de ma vie, parce que je suis allé en discothèque danser avec mes collègues de bureau, là, énorme comme ça, mes prix de classe, pardon, mes collègues de travail, et j'ai été, c'était formidable. On sait qu'il a été refoulé à l'entrée de la boîte de nuit, qu'il n'y est pas allé. Pourtant, il dit ça à son père, un peu comme ça, pour le défier aussi, pour rester digne, disons, en tout cas à ses yeux. Et plus tard, son mensonge sera encore plus grave, même si, ce qui est dommage, c'est que, pour ça que je dis que c'est pas très déployé, c'est que le mensonge final, quand il dit c'est mon mec, on a couché ensemble et tout, il est très très vite éliminé en fait par d'autres répliques plus tard. Et je me suis dit que c'est formidable les personnages qui manquent, et j'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir à la question parce que mais ça me semble beau parce que ça me semble un endroit de cinéma parce que ça a à voir un peu avec les mécanismes par exemple du suspense hitchcockien quoi. C'est quelque chose, c'est un moment cinématographique, scénaristique, cinématographique où le lien avec le spectateur est extrêmement fort, vrai, puisque nous on sait, enfin je veux dire, un personnage qui ment quand le spectateur le sait quoi, évidemment, parce que Usual Suspect c'est nul. Enfin, c'est un film qui est très, je trouve, critiquable parce que en fait, il s'annule à la fin. Quoi. Une fois qu'on sait que tout est faux, on te dit le film que tu as vu n'existe pas. Okay. Alors que là, ça me semble plutôt beau, et je trouve qu'il y a un film récent français très très supérieur à mon avis, mais beaucoup plus dérangeant que celui-là. Mais je pense que là, le dérangement n'est pas l'enjeu du film. C'est L'été dernier de Catherine Breillat, qui se termine par un mensonge du personnage féminin principal de Léa Drucker. Je trouvais que c'était un film aussi pour cette fin absolument vertigineux. Voir un personnage qui ment éhontément non seulement à ses proches dans le film, mais presque du coup au spectateur. Il a dit, qui te défie parce que tu sais qu'elle ment et elle le fait quand même. Je trouve que c'est assez, c'est très 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 beau. Oui, moi c'est intéressant parce qu'en fait ça nous rend complices. Voilà. Alors qu'on est passif, mais tout de suite on est pris presque dans le jeu du personnage et il nous embarque et il nous interdit de faire autrement. On serait, ça pourrait aussi être intéressant, comme tu le disais, dans des thrillers ou des trucs de suspense, tout ça, peut-être d'accompagner des coupables dont on sait qu'ils sont coupables, mais dont on se trouve complice malgré notre désir. Parce qu'en fait, ce qui est beau aussi dans le mensonge connu du spectateur, c'est que ça montre que le mensonge, il a aussi une puissance créatrice, quoi. C'est le mensonge ouvre un espace qui est absolument réel et donc vrai, même si à la base il y a une distorsion de la réalité. C'est que il dit j'ai été en discothèque, c'était formidable, et donc ça produit de la psychologie, on comprend sa psychologie, ça produit du sens, ça déplaît au père, ça lui fait un peu violence parce qu'il lui dit en fait ma vie jusqu'à maintenant elle était nulle avec toi, elle n'avait aucun intérêt. Et, putain, le père lui dira mais tu nous méprises, tu refuses tout ce qu'on te propose et tout, et voilà, je trouve que c'est un moment où je sais pas, quelque chose en plus se greffe à la réalité et la enrichit, la complexifie. Et donc, j'aimais assez. Je me suis dit, de quoi avant de venir, mais j'ai pas en fait eu le temps du tout de réfléchir. Mais c'est quoi, quels seraient les grands menteurs ou les grands moments de mensonge, mais dans ce sens-là, j'ai pensé, mais c'est pas du tout un grand moment. Mais dans True Detective, ça n'a rien à voir. Il y a un épisode où on... dans quelle saison? J'ai vu que la première saison. Okay. Il y a un épisode où on voit donc leur opération dans l'épisode 4, je crois, à la fin, où je sais plus... Ah oui, ils attaquent le cartel. Non, peut-être l'épisode 5, je sais plus. Ils vont chez Réginald Ledoux, l'espèce d'endroit vague, terrain vague, miteux, où ils trouvent deux jeunes filles ou garçons, je sais plus, qui sont torturés et tout ça. Et après, ils déposent devant leur supérieur hiérarchique et ils disent une chose qui n'a absolument jamais eu lieu. Ils parlent d'une fusillade alors que c'est eux qui l'ont créée. Oui, c'est ça. Et donc là, c'est fait par montage alterné. La vérité est rétablie immédiatement qu'on la voit. Ou plutôt, je sais plus. Mais voilà. En tout cas, le mensonge au cinéma me semble intéressant. Là, c'est à peine, je trouve, touché du doigt. Mais à mon avis, c'est les scènes qui sont les plus belles. Romer est aussi un grand cinéaste du mensonge. Ces personnages passent leur temps à se mentir à eux-mêmes. Très beau, c'est vrai que je connais mal Romer. Oui, c'est vrai que c'est souvent ce qui crée le vertige chez Romer. J'en ai pas vu énormément, mais typiquement dans Ma nuit chez Maud, les personnages, en fait, tout passe tout le temps de... si ce n'est de mensonges à réalité omise, des voyages comme ça qui font qu'en permanence, nous qui avons vu les personnages à d'autres moments, on sait ce qu'ils omettent volontairement, on sait à quels endroits ils mentent, etc. Et donc on se met à recomposer en même temps ce qu'on a vu, en même temps la perception de chaque personnage, et en même temps on imagine presque une sorte de troisième option
Donc c'est assez chouette. J'avoue que c'est un univers à explorer, quoi. Et c'est beau parce que moi je connais mal Rohmer, mais c'est un cinéaste vraiment du parlant, de la parole, fleuve, absolument. etc. Et finalement le mensonge, sans doute parce que c'est le cas aussi ici, qui est pas un film très bavard, mais un petit peu. Et surtout les mensonges surgissent à un moment, on dirait que c'est un peu la parole de trop, c'est que il est allé trop loin dans ce qu'il a dit. Il a dit, c'est comme si son désir, il aimerait que ce soit son amant, mais ça ne l'est pas. Mais donc il le dit comme un fait réel. Oui. Et puis ensuite, il est pris là-dedans. Alors c'est dommage parce que on pourrait imaginer ensuite des répercussions, ça va plus loin, etc. Bon, finalement, c'est très très vite, c'est arrêté, mais peut-être tant mieux, j'en sais rien. Mais voilà, disons l'idée que le mensonge, à un moment donné, fait irruption dans une parole et ensuite la contaminer ou là plutôt la souiller, et donc ensuite on peut plus revenir en arrière, ou ce serait d'autres paroles à ajouter. Voilà. Bon. Mais c'est vrai que d'autant plus, comme tu le dis, devant le film, il y a aussi un effet d'exacerbation d'une réalité. Enfin, quand il dit par exemple la soirée de la discothèque, c'était la meilleure soirée de ma vie et tout, il y a quand même un coin où on se demande si c'est pas un petit peu vrai. Et on se dit, est-ce que ça lui a suffi en fait à sortir tellement de ce qu'il vit habituellement, que même s'il s'est fait refouler à la discothèque, juste passer son moment avec les deux gars dans leur appart et tout, ça n'a pas été un vrai moment pour lui hyper intense. Donc tout d'un coup, ça remue les cartes. Enfin, ça pas remue les cartes, ça redistribue les cartes. C'est ça, ouais. Ça, une chose que je sais pas, ça c'est plus du scénario, mais un petit détail que j'ai trouvé assez fin, c'est que il a la passion, ou il a eu la passion du dessin. Il continue un peu d'ailleurs à l'avoir. Et ce que j'ai trouvé assez beau, c'est que tous les dessins, le dessin du cerf là qu'on voit dans leur salon et dans sa chambre, ils sont tous inachevés. C'est un beau signe de l'incomplétude. En fait, un jeune homme qui ne va jamais au bout de rien, qui s'arrête toujours un peu au milieu comme ça des choses, parce qu'il est perdu. Et donc ça c'est vraiment, ça c'est, je sais pas pour dire, voilà, je trouve une bonne manière aussi de caractériser un personnage par quelque chose qui n'est pas une réplique, qui n'est pas dit jamais, mais on voit à un moment, il y a un plan comme ça sur le mur, comme on fait souvent dans les films de chambre de quelqu'un, on voit un peu même l'introduction de fenêtre sur cour. Voilà, c'est ça, exactement. Et on voit qu'il finit jamais ses dessins, et je trouve ça assez pas mal, quoi, comme manière de dire qui c'est. C'est vrai que en fait, depuis tout à l'heure, on est quand même très positif sur le film, en tout cas on en a l'air, mais comme tu l'as dit, il y a vraiment un truc de mise en scène beaucoup plus en retrait, classique, quoi, on va dire académique. Ouais, voilà. Mais je me demande si elle n'est pas due aussi à cette question juste technique de Robin Campillo qui essaie d'imiter Laurent Canté avec un intermédiaire entre les deux. Peut-être que ça devient très vite un peu difficile aussi d'être vraiment fécond avec ce genre de contexte. Et à part en effet quelques plans, la majorité c'est vraiment assez littéral ce que ça filme, quoi. Sauf peut-être un autre plan que je vois dans la bande-annonce et qui m'y fait penser, le moment où donc, le personnage d'Enzo se dit « Ok, pour être accepté dans le milieu des maçons, il va falloir que je redouble d'efforts. » Et en fait, presque, le personnage aurait pu penser que il en a marre de faire des efforts avec les bourgeois pour les cours, etc. Donc au moins, je vais choisir un métier un peu simple. Comme ça, j'aurai pas beaucoup d'efforts à faire, ce sera plus tranquille, etc. J'ai pas besoin de me prendre la tête. Il découvre que c'est presque l'inverse, en fait, qu'on se la coule douce quand on est dans cette grande ville-là, mais pas dans cet endroit de maçon. Donc il commence à effectuer des gestes répétés. Et il y a un plan comme ça, il y a une sorte de montage qui répète plusieurs fois un même mouvement, qui est celui de la bétonneuse, où il remplit je sais pas comment on appelle ça, avec deux roues, non, avec une roue et une brouette, merci beaucoup. Où il remplit sa brouette, il remonte, il va la verser, ça reprend, etc. Et il y a cette idée-là de temps en temps saisir un peu la réalité du travail, un peu dans son temps d'expérimentation. Mais ça reste très léger, quoi. Un peu lointain, même. Ouais, c'est un film, je pense, dont j'ai pas réussi vraiment à cerner le noyau, ce qui en a porté la réalisation, ce qui a motivé les gens, mais peut-être parce que mais c'est assez beau, c'est un film de Laurent Canté réalisé par Robin Campillo. C'est très beau, ça. On connaît pas Laurent Canté, mais est-ce qu'il y avait vraiment, je sais pas, une identité, un style Laurent Canté à reproduire ou à imiter un peu, je ne sais pas.